Bonjour à toutes et à tous, et oui, le week-end commence bientôt, mais bon, vous en avez l'habitude, juste avant ce week-end, je vous propose toujours un dernier épisode de Dev Café, et pour rappel, je vous résume en une dizaine de minutes tout ce qu'il faut retenir autour du développement, que ce soit des actus, des outils et parfois des astuces bien pratiques. Et d'ailleurs, dans le programme d'aujourd'hui, on évoquera le fait que la Chine lance son tout premier système d'exploitation open source, ou en tout cas c'est plutôt ce que les médias disent, parce que bon, on verra que c'est à moitié vrai. Mais on verra aussi que la France se rapproche de la validation de la fameuse loi qui permet d'activer à distance la caméra et le micro de nos téléphones. Bref, comme vous le voyez, il y a des infos intéressantes et d'autres qui sont au contraire un peu plus flippantes, on va dire. Et bon, d'habitude, après le programme, je passe toujours quelques petits instants pour vous évoquer ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Mais bon, je suis pas sûr que vous dire que la création de la vis et du tournevis cruciforme qui date des années 30, ça vous intéresse énormément. Et bon, au cas où pour votre culture personnelle, c'est en 1936 que le brevet a été accordé. Bref, comme ça, vous pourrez dire que vous coucherez un tout petit peu moins bête ce soir. Mais bon, je pense plutôt qu'on va aller tout droit en direction des actus du jour et ça vous intéressera, je pense, beaucoup plus. Allez, on commence et en intro, je vous ai dit que la Chine allait lancer son premier système d'exploitation open source, car je vous ai dit texto les titres des sites. Et bon, dans les faits, il faudrait plutôt dire que la Chine a créé sa première distribution Linux indépendante, si on veut vraiment être très précis. Alors pour ça, elle utilise le noyau 6.1 et elle est le fruit du travail de plus de 3000 développeurs et elle s'appelle OpenKillin. Et dans les faits, elle se rapproche de Deepin qui est aussi faite en Chine, mais ici c'est bien du from scratch, parce que Deepin c'était basé sur Debian. Et là ensuite je vous fais défiler quelques petites captures d'écran, mais bon dans l'ensemble on sent quand même une très forte inspiration sur le bureau du côté de Windows. Et ensuite on retrouve aussi un software store comme il le nomme, et bon voilà, le contenu il est essentiellement en chinois, donc c'est pas top pour nous pour le tester. Mais bon, en tout cas vous pouvez vous amuser à la télécharger et à vous amuser à tester, parce que vu que c'est open source, et ben au cas où vous pouvez vous assurer qu'aucune donnée ne soit envoyée au fameux gouvernement chinois. Allez, on change de pays et il y a quelques mois, je vous avais dit que Google avait été condamné en Inde par l'autorité de la concurrence pour son monopole sur Android. Et là où au niveau mondial, Android est à peu près vers les 70% de part de marché, en Inde, même un dictateur ne ferait pas mieux avec plus de 95% de part de marché. Et en octobre, l'Inde demandait 10 modifications à Google, dont le fait de ne pas forcer les constructeurs à pré-embarquer ses applications, ou encore de choisir son moteur de recherche au premier lancement d'un téléphone, voire même de permettre l'installation d'App Store tiers, mais ceci, il doit être téléchargeable directement depuis le Google Play. Mais depuis, Google a quand même dû payer les 163 millions de dollars demandés, mais en faisant appel, certaines contraintes ont quand même été levées, comme celle d'héberger des App Store tiers sur le Google Play. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi à Google qui est monté d'un cran et s'est présenté devant la Cour suprême indienne. Et le département juridique de Google avait déjà commencé à troller bien fortement l'autorité de la concurrence, car les juristes avaient trouvé que des bouts entiers d'un jugement donné en Europe étaient tout simplement copiés-collés par les Indiens. Mais bon, depuis c'était un peu le calme plat, mais maintenant on a un nouvel épisode qui est en train de se jouer et la cour indienne a fait appel à des concurrents pour savoir ce qu'il en était. Et en l'occurrence, Amazon a été amené à donner son avis. Et dans l'article de Reuters, on n'a pas directement les déclarations d'Amazon, mais plutôt les réponses fournies par Google, et comme le dirait notre cher Steve Jobs, c'est un peu la guerre thermonucléaire entre les deux. Et juste avant de vous les citer, pour tout bien resituer, Amazon avait lancé son propre téléphone en 2014, mais c'était un véritable four. Et vu que l'autorité de la concurrence, elle donne beaucoup de crédit à Amazon, Google indique que Firefox a échoué à cause d'une mauvaise expérience utilisateur, et il se demande pourquoi les juges les ont fait venir, car en plus, le fameux téléphone, il est même jamais sorti en Inde. Mais en réalité, tout ça arrange bien la commission de la concurrence indienne, car ça lui permet de sous-entendre que l'échec d'Amazon vient du fait qu'il y a eu de gros obstacles à cause des accords que Google avait avec les autres constructeurs. Et là-dessus, Google s'étonne quand même que l'autorité défende autant Amazon, parce que bon, ok, faire un fork d'Android c'est certes difficile, mais c'est pas ce qui va expliquer des mauvaises ventes. Bref, tout ce que je viens de vous raconter, c'est finalement un tout petit peu du Dallas avec une entreprise qui évoque des choses, puis une autre qui lui répond. Et bon, jusqu'à présent, tout ça, ça ne se faisait que par document interposé, car ce sera que dans quelques jours que les avocats devraient s'exprimer en face à face. Autant vous dire que vous pouvez déjà sortir les popcorn, parce que je pense qu'on a déjà notre petit feuilleton de l'été, en plus de celui d'Apple, de Microsoft. Bref, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a même pas besoin de Netflix, parce que les GAFAM font leur show. Et bon, ensuite, le show qu'on n'aimerait pas voir, eh bien c'est la loi dite de programmation et d'orientation de la justice en France. Et pourtant sur le papier, on ne peut être que d'accord avec, puisqu'il est question d'accroître les moyens budgétaires. Mais si on regarde dans les petites lignes, c'est bien moins réjouissant, car dès l'article 3, il est question que des juges pourront demander la géolocalisation à distance de certains téléphones dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Mais bon, en soi, à la limite, ça existe plus ou moins déjà en faisant appel aux opérateurs.
Mais ce qui est plutôt un recul dans cet article 3, c'est que dans le cadre d'affaires de terrorisme, de délinquance et de crime organisé, un juge pourra demander d'activer à distance le micro et la caméra de nos téléphones pour nous espionner finalement. Alors clairement, on va pas être naïf et c'est une pratique qui a déjà lieu aujourd'hui, mais ici on se parle surtout de la légalisation de cette action. Et par là, imaginons que je fasse un peu de fiction, on pourrait imaginer qu'il soit assez simple de trouver par exemple un motif assez random de délinquance par exemple, pour pouvoir implicitement espionner des personnes en toute légalité. Et il se trouve que je vous avais déjà parlé de cette loi, et à ce moment-là, il n'y avait que le Sénat qui avait adopté l'article. Mais si je vous en reparle aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale a donné son feu vert à son tour, avec une très large majorité de 80 voix contre 24. Bon, quand même, le projet de loi, il n'est pas encore totalement adopté, mais bon, il faut quand même être réaliste et se dire que c'est très bien parti pour que ce soit validé dans les prochaines semaines. Et juste pour une petite précision, vu que ce sujet ça touche à notre domaine, je pensais que c'était important d'en reparler, mais l'idée c'est clairement pas de faire de la politique dans Dev Café, car je suis très clairement pas là pour vous dire que tel ou tel camp est le meilleur, parce que c'est totalement hors sujet. Bon, et ben à nouveau ça fait une grosse entrée en matière, et avec autant de mauvaises nouvelles, on va faire finalement un petit détour par les actus en bref, on va dire elles sont un tout petit peu moins pires, on va dire. Même si le RGPD a bouleversé le paysage européen depuis quelques années, certaines CNIL se montrent plus ou moins sévères dans leur application. C'est notamment le cas de celle basée en Irlande qui se montre particulièrement clémente car les GAFAM y hébergent leurs sièges sociaux européens. Et pour lutter contre ça, la Commission européenne met désormais en place de nouvelles règles pour faciliter l'échange d'informations entre les différentes CNIL. Mais cela ne plaît ni aux plaignants qui dénoncent des lacunes techniques, et du côté des lobbies on se plaint que le droit à faire appel est bafoué. Bref, personne n'est content. Ensuite, on va faire le yo-yo en évoquant tout d'abord le Liberty Phone de la marque Purisme qui met en avant le Made in USA et l'aspect vie privée. Et cela a un coût élevé, voire même très élevé, puisqu'on se parle d'un téléphone à 2199 $. Et de l'autre côté du spectre, on retrouve un téléphone à destination de l'Inde et qui ne coûte que 12 $. Il est financé par un des hommes les plus riches du pays, et clairement à ce tarif-là, il ne faudra pas s'attendre à du haut de gamme, mais le nombre d'initiatives de ce type se multiplie pour conquérir la population qui n'a pas nécessairement d'ordinateur. Et toujours qu'au téléphone, rares sont ceux qui proposent une connectivité satellite aujourd'hui. Mais nul besoin de vous en acheter un nouveau, puisque Motorola vient de lancer un accessoire en Bluetooth pour Android et iOS qui permet d'envoyer des messages et d'avoir une fonction de SOS. Pour cela, il faut tout de même débourser 149 $ pour l'obtenir et avoir un an de service. Et enfin, sur un sujet totalement différent, la franchise Pokémon n'est pas connue pour utiliser des technologies à la pointe. Et pour preuve, un forum vient d'être lancé pour réunir les fans, mais très vite il s'est rempli de centaines de messages de spam où on a du mal à distinguer le vrai du faux. Bon, je sais que la première partie de la vidéo n'était pas des plus réjouissantes, alors maintenant on va évoquer des sujets plus positifs on va dire, et pour commencer, plusieurs infos autour de l'IA. Alors déjà côté OpenAI et au niveau des API, l'accès à GPT-4 ne se faisait que de manière limitée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait au moins un paiement sur OpenAI, vous avez désormais accès à ces API. Et en parallèle, et cette fois-ci disponible pour tous, on retrouve GPT 3.5 Turbo, DALL-E et Whisper AI. Et ensuite, je vous invite à aller voir le reste de l'article, car si vous utilisez par exemple des vieux modèles sur la Completion API, ils vont être dépréciés, mais bon, vous avez le temps parce que ce sera uniquement en 2024. On poursuit et on dézoome d'OpenAI, mais on reste sur l'IA, et aujourd'hui un des gros problèmes, c'est que les bases d'entraînement, elles se font sur des jeux de données qui ne font pas nécessairement plaisir à leurs hébergeurs, et par là je pense à Reddit ou à Stack Overflow. Et vu que Google a un peu raté le virage de l'IA, ils essaient de se faire passer pour une sorte de bon père de famille, et ils aimeraient mettre en place l'équivalent des robots.txt, mais pour l'IA. Et en effet, cette techno elle est toute simple à mettre en œuvre, et elle permet ou non d'interdire l'accès aux robots des moteurs de recherche. Et à ce titre, Google fait un appel public pour recevoir des avis sur ce type d'initiative pour potentiellement faire des propositions ensuite. On continue et en début de semaine, je vais vous donner des liens vers des cours gratuits fournis par Microsoft pour vous former sur le machine learning ou le dev web par exemple. Et cette fois-ci, c'est JetBrains qui en met un à disposition pour vous mettre à Kotlin. Et comme d'habitude, le lien, il est dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, à évoquer Kotlin, la version 1.9 vient tout juste de sortir de sa phase de bêta, et comme toujours, le compilateur K2 qui arrivera en version stable sur la version 2 s'améliore en toute logique, puisque c'est très clairement la priorité, et c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a proportionnellement peu de nouveautés ces derniers temps. Mais malgré tout, on peut noter le passage en stable pour l'attribut entries dans les énumérations, idem pour les data objects qui deviennent stables, et par ailleurs, les constructeurs secondaires dans les value classes de type inline sont aussi disponibles par défaut. Et ensuite, il y a plein de modifications sur les différentes déclinaisons, que ce soit la JVM, le multiplateforme ou les autres, et simplement je vais vous souligner quelques-uns, et par exemple en multiplateforme, ce sera bientôt Google qui fournira son propre plugin Gradle et non plus JetBrains.
Et d'ailleurs, toujours sur Android en multiplateforme, dans la dernière version, les noms des dossiers avaient changé et sont maintenant utilisés par défaut. Et pour le reste, ce sont essentiellement des petites améliorations ici et là ou encore des changements qui passent en version stable. Donc je vous laisse aller lire le changelog pour ce genre de petits détails. On continue et après la sortie de React Native 0.72 il y a quelques jours, eh bien c'est au tour d'une nouvelle version pour Expo. Mais à peine vous ouvrez l'article, il y a un énorme warning qui indique que sur Android, il est conseillé d'attendre avant de faire la migration à cause d'une régression ou alors il suffit de rentrer la commande qui est indiquée. Et contrairement à Kotlin, le changelog est plutôt conséquent et je vais essayer de vous lister vraiment très vite les principaux. Et par exemple, quand vous êtes en mode debug, vous allez pouvoir débugger les requêtes réseau via les DevTools, et d'ailleurs toujours aussi en debug avec le plugin VS Code, vous allez pouvoir débugger votre code en JS. Il y a aussi la V2 d'Expo Router qui utilise le principe du routage par fichier, et dans cette V2 ça apporte des nouveautés comme le static rendering lors du build, mais aussi des routes statiquement typées et bien d'autres. Et ensuite vous avez une longue liste de changements que je vous invite bien sûr à aller lire, et comme d'habitude, le lien il est dans la description. Et voilà, j'ai fait court car j'ai un dernier sujet que je voulais vous mentionner, et en l'occurrence, il ne s'agit pas tout à fait d'un outil fait à 100% pour les développeurs, car il s'agit d'un outil no-code. Et en l'occurrence, Flutterflow commence à avoir un certain attrait car des clients de Bubble ont un peu lâché l'outil car les nouvelles tarifications, elles sont un peu imprédictibles. Et en l'occurrence, quand ChatGPT est arrivé, ils avaient teasé l'arrivée d'un Flutterflow AI Gen pour faciliter encore plus la création des interfaces, la génération de code pour du backend ou d'une manière générale pour vous aider à coder d'une manière générale. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant disponible, et de ce que j'ai pu tester, vous avez droit à 5 requêtes gratuites, et là aussi, vous avez qu'à aller dans le lien dans la description pour pouvoir tester, mais bon, de ce que j'ai testé, les résultats sont quand même, on va dire, un peu moyens pour le moment. Et voilà, c'était tout pour ce Dev Café du vendredi, et je suis quand même toujours autant étonné de voir que l'actu ne prend pas de pause. Et bon, après, j'avoue que selon les sujets, on s'en passerait peut-être bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches, parce que peut-être qu'ils apprendront des choses au passage. Et de mon côté, eh bien, je dois vous avouer que je suis pas mécontent que le week-end approche, car je commence un tout petit peu à fatiguer. Et bon, allez, sur ce, je vous donne rendez-vous lundi, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Alors, si vous partez en vacances, eh bien, profitez-en. Et si vous êtes tout simplement en week-end, profitez-en là aussi. Et sur ce, eh bien, moi, je vous souhaite forcément un bon vendredi à toutes et à tous. Et donc, rendez-vous lundi.